19 décembre 1944. Verdun, France. 16 aux commandants alliés sont assis dans une pièce glaciale. La bataille des Ardennes fait rage à 80 km au nord. La plus grande bataille jamais livrée par l'armée américaine. La 101e division aéroportée est encerclée à Bastogne. Eisenhower demande « Quand pouvez-vous attaquer ?» Montgomery répond « Dans une semaine ». D'autres disent 10 jours. Patton se lève. « Je peux attaquer avec 3 divisions dans 48 heures. » La salle tombe silencieuse. Bradley regarde son vieil ami, pensant qu'il a perdu la raison. C'est impossible. Toute la 3e armée de Patton fait face à l'Est, attaquant l'Allemagne. Pour atteindre Bastogne, il faut tourner 250 000 hommes de 90 degrés, dans le pire hiver depuis des décennies, et attaquer en montée face à l'armure allemande. Mais le 26 décembre, 7 jours plus tard, les tanks de Patton percent jusqu'à Bastogne. Et Bradley dit quelque chose qu'il se souviendra toute sa vie. Voici cette histoire. Nuit du 18 décembre 1944. Le lieutenant-général Omar Nelson Bradley est assis dans le quartier général du 12e groupe d'armée à Luxembourg, étudiant avec inquiétude les rapports de reconnaissance. Depuis 2 jours, les forces allemandes déferlent à travers la forêt des Ardennes. Un terrain supposé impénétrable où le renseignement allié avait assuré qu'aucune offensive majeure ne pourrait avoir lieu. Ces assurances se révèlent catastrophiquement fausses. L'ampleur de l'offensive allemande est stupéfiante. Plus de 200 000 soldats allemands, soutenus par près de 1000 chars, ont percé le secteur faiblement tenu du 6e corps américain. Les unités sont dispersées, les communications perturbées. Le commandement et le contrôle se désagrègent. Certaines divisions américaines se sont simplement désintégrées sous la pression. D'autres combattent désespérément en reculant vers l'ouest. Bradley décroche le téléphone et appelle le lieutenant-général George Smith Patton Jr., commandant de la 3e armée au sud. Cette conversation deviendra légendaire, dramatisée dans des films, mais sans jamais saisir pleinement l'attention du moment. « Brad, j'ai une tête de pont sur la Sarre », commence Patton avec enthousiasme. « Je suis en route vers l'Allemagne. » La 3e armée martelait les défenses allemandes depuis des semaines, ayant finalement percé le front. Patton préparait une exploitation rapide avec des forces blindées, qui lui avait valu sa renommée en France en août. « Attends une minute, George » interrompt Bradley. « Il y a beaucoup de problèmes au nord, » explique-t-il. Une offensive allemande massive, des divisions entières submergées. Le front s'effondre. Bradley a besoin que Patton envoie immédiatement sa 10e division blindée au nord, pour stabiliser la situation. Patton s'y oppose. Sans la 10e blindée, il ne pourrait pas exploiter sa percée à Saarbrück. Tout ce pourquoi la 3e armée s'est battue le mois dernier serait perdu. Mais Bradley insiste. La situation est critique. Eisenhower veut tous les commandants supérieurs à Verdun le lendemain matin pour une conférence d'urgence. Après avoir raccroché, Patton fait quelque chose qui sera décisif. Malgré sa frustration, il comprend que l'offensive allemande pourrait être plus qu'une attaque de diversion. Son officier de renseignement, le colonel Oskar Kao, l'avait averti depuis des semaines des concentrations allemandes dans les Ardennes. Patton avait écarté ses inquiétudes pour son propre secteur. La 3e armée fait face au sud et à l'est, pas au nord. Mais la méthodologie de Kao était solide. Patton convoque son état-major. Les Allemands ont lancé une offensive majeure dans les Ardennes. Eisenhower veut qu'on soit à Verdun demain matin. Je soupçonne qu'on va recevoir l'ordre de tourner au nord et d'attaquer le flanc allemand. Ses officiers échangent des regards. Tourner au nord. Toute la 3e armée est orientée vers l'est et le sud. Tourner de 90 degrés tout en maintenant l'efficacité au combat sera extraordinairement difficile. Commencer les plans, ordonne Patton. Je veux 3 plans. Premièrement, une attaque au nord avec 3 divisions. Deuxièmement, avec 4 divisions. Troisièmement, avec 6 divisions. Préparez-les pour demain matin. Son état-major pense qu'il est trop optimiste. Sûrement Eisenhower ne donnerait pas un ordre de réorientation aussi massif si rapidement. Mais Patton comprend quelque chose que ses pairs manquent souvent. En guerre mobile, le tempo compte plus que la préparation parfaite. L'offensive allemande crée à la fois une crise et une opportunité. Une crise pour les forces alliées prises dans la tempête, mais une opportunité pour une puissante contre-attaque sur le flanc allemand. Si la 3e armée peut pivoter au nord assez vite, Patton peut frapper les forces allemandes alors qu'elles sont étirées et concentrées sur leur avancée vers l'ouest. Toute la nuit, l'état-major de la 3e armée travaille frénétiquement. Ils étudient les cartes de la région des Ardennes, tracent les réseaux routiers, calculent les besoins en carburant,
rédige les ordres de mouvement. La logistique est stupéfiante. Déplacer de centaines de milliers de soldats, des dizaines de milliers de véhicules et des montagnes de ravitaillement à 90 degrés en hiver semble presque impossible. Pendant ce temps, Bradley fait face à sa propre crise de confiance. En tant que commandant du 12e groupe d'armée, la responsabilité du secteur des Ardennes lui incombe en dernier ressort. Il avait accepté les évaluations du renseignement qui considéraient la zone inadaptée à une opération allemande majeure. Il avait positionné des divisions inexpérimentées, pensant que ce secteur calme permettrait aux troupes vertes d'acquérir de l'expérience. Ces décisions semblent maintenant catastrophiquement erronées. 19 décembre 1944, 11 heures. La salle de conférence du Cassé Maginino à Verdun est glaciale. 16 commandants alliés sont emmitouflés dans de lourds manteaux, leur souffle visible dans l'air froid. Le commandant suprême, le général Dwight David Eisenhower, ouvre la réunion avec sa franchise caractéristique. La situation actuelle doit être considérée comme une opportunité pour nous et non comme un désastre. La déclaration paraît absurde. Les forces allemandes ont créé une énorme saillie dans les lignes alliées, d'où le nom final de la bataille. Les pertes américaines augmentent à chaque heure. Les unités sont dispersées dans les Ardennes. Les communications restent chaotiques, mais l'instinct stratégique d'Eisenhower est juste. L'offensive allemande a retiré leurs réserves des positions défensives. Si les forces alliées peuvent freiner l'avance et contre-attaquer, elles pourraient piéger et détruire des forces allemandes importantes. Eisenhower expose la situation. L'offensive allemande vise à traverser la rivière Meuse, capturer Anvers et diviser les forces alliées. La ville de Bastogne, un carrefour où converge cette route principale, est cruciale pour leur plan. La 101e division aéroportée, envoyée en réserve, est arrivée à Bastogne quelques heures avant que les forces allemandes ne l'encerclent. Maintenant, les parachutistes sont assiégés avec des éléments de la 10e division blindée et d'autres unités dispersées. Nous devons tenir Bastogne, déclare Eisenhower. Les Allemands ont besoin de ces routes. Leur refuser Bastogne ralentirait toute leur offensive. Mais tenir signifie soulager la garnison encerclée avant qu'elle ne manque de munitions, nourriture et soins médicaux. Eisenhower se tourne vers Patton. « George, quand peux-tu attaquer au nord avec une force substantielle ?» Ce qui se passe ensuite entre dans la légende militaire. Patton se lève et se dirige vers la carte de situation. « Je peux attaquer avec 3 divisions le 22 décembre, déclare-t-il calmement. Dans 48 heures, la salle explose. Plusieurs commandants rient, pensant que Patton plaisante ou cherche à se faire remarquer. Les officiers britanniques roulent des yeux. Classique bravade américaine. Même Bradley est sceptique. Il connaît la tendance de Patton à des prédictions optimistes et une rhétorique agressive. « Quand peux-tu commencer ?» insiste Eisenhower, voulant une évaluation réaliste. Le matin du 22 décembre, répète Patton. Avec 3 divisions, la 4e blindée, la 26e d'infanterie et la 80e d'infanterie. Le chef d'état-major de Bradley se penche et murmure. Il bluffe. C'est impossible. Mais Patton ne bluffe pas. Alors que son état-major a travaillé toute la nuit à préparer des plans d'urgence. Patton avait déjà pris sa décision. Il allait exécuter le plan d'attaque avec 3 divisions. La 4e blindée en tête de lance avec 2 divisions d'infanterie en soutien de flanc. L'objectif, remonter vers le nord depuis la région d'Arlon, percer les lignes allemandes au sud de Bastogne et dégager la 101e aéroportée. Bradley connaît Patton suffisamment bien pour savoir qu'il est sérieux. Ils sont amis depuis West Point et ont servi ensemble pendant des décennies. Patton ne fait jamais de promesses qu'il ne compte pas tenir, point impossible à tenir, pas en opération de combat. Mais même en connaissant les capacités de Patton, Bradley trouvait le délai presque impossible à croire. « C'est une demande élevée, George, » dit Bradley prudemment. La réponse de Patton fut caractéristique. « On le fera. Mon état-major a déjà préparé les ordres de mouvement. Les unités sont prêtes à agir. On attaque le 22. » Montgomery, commandant le 21e groupe d'armée au nord de la saillie, affirmait qu'il ne pourrait lancer sa contre-offensive qu'à partir du 1er janvier. Il avait besoin de temps pour organiser ses forces en masse, assurer un approvisionnement adéquat. Cette approche méthodique était typique de Montgomery. Minutieux, prudent, réticent à attaquer avant que tout soit parfait. Le contraste ne pouvait être plus net. Montgomery demandait 2 semaines. Patton promettait 48 heures. Eisenhower, pris entre la prudence britannique et l'agressivité américaine, prit sa décision. Patton attaquerait au sud de la saillie le 22 décembre. Montgomery organiserait la contre-offensive nord pour début janvier.
À la fin de la conférence, Bradley prit Patton à part. « George, tu ferais mieux de tenir ta promesse. Toute la chaîne de commandement allié vient de t'entendre promettre l'impossible. » La réponse de Patton fut simple. « Je serai à Bastogne pour Noël. » 21 décembre 1944. Ce qui suivit fut l'un des mouvements militaires les plus remarquables de l'histoire américaine. La Troisième Armée comptait environ 250 000 soldats, plus de 130 000 véhicules, et était activement engagée au combat contre les forces allemandes à l'est et au sud. Elle devait maintenant se désengager, pivoter de 90 degrés, et attaquer vers le nord, tout en maintenant son efficacité au combat. Dans les pires conditions hivernales, depuis 38 ans, la logistique était colossale. Les routes de la région étaient étroites, glacées, encombrées par le trafic militaire dans toutes les directions. Les camions-citernes de carburant devaient emprunter les mêmes routes que les unités de combat. Les bataillons d'artillerie devaient se repositionner, passant de positions de tir vers la Sarre à de nouvelles positions orientées au nord. Les réseaux de communication devaient être complètement reconfigurés. Les dépôts de ravitaillement créés pour les opérations vers l'est devaient être abandonnés ou déplacés. L'état-major de Patton travaillait jour et nuit. Les ordres de mouvement furent envoyés à chaque division, régiment, bataillon. Les ingénieurs préparaient les itinéraires, les balisant pour éviter que les unités ne se perdent dans la confusion. La police militaire était postée aux intersections critiques pour diriger le trafic. Des dépôts de carburant furent établis le long des routes pour maintenir le mouvement des véhicules. Le temps était impitoyable. Les températures descendaient bien en dessous de zéro. La neige mêlée à la pluie verglaçante créait des routes traîtresses. Les soldats, qui combattaient jusqu'alors dans des conditions relativement sèches au sud, faisaient maintenant face à toute la rigueur de l'hiver des Ardennes. Les véhicules tombaient en panne à cause du froid. Les engelures et le mal des tranchées devenaient des préoccupations immédiates. Mais la réputation de Patton pour sa discipline stricte et son entraînement intensif porta ses fruits. Les unités de la Troisième Armée exécutèrent leurs ordres de mouvement avec une efficacité remarquable. Les commandants comprenaient que la vitesse primait sur le positionnement parfait. Mettre les forces en action rapidement valait mieux que d'attendre pour tout organiser. Idéalement, la 4e division blindée, choisie comme pointe de lance, commença à se déplacer vers le nord dès le 19 décembre. Cette formation aguerrie avait combattu à travers la France depuis la percée de Normandie. Ses soldats étaient expérimentés, ses chefs compétents et son matériel bien entretenu. Mais même la 4e blindée n'avait jamais tenté un tel mouvement, parcourant plus de 160 km dans des conditions hivernales, puis attaquant immédiatement des positions allemandes fortifiées. La 26e division d'infanterie, commandée par le général Willard Paul, suivait. Cette division avait connu de durs combats en Lorraine et avait subi des pertes importantes. Mais ses soldats étaient durs et déterminés. Derrière eux venait la 80e division d'infanterie sous le commandement du général Horace McBride, une autre formation expérimentée qui avait gagné le respect de Patton par des combats acharnés. Le 21 décembre, les 3 divisions étaient en position au sud de Bastogne. Elles avaient parcouru des distances allant de 120 à plus de 240 km selon leur point de départ. Le mouvement avait été effectué en 48 à 72 heures, exactement comme Patton l'avait promis. Bradley, observant depuis le quartier général du 12e groupe d'armée, était stupéfait. Il avait douté que Patton puisse tenir sa promesse. Mais maintenant, les forces de la Troisième Armée étaient prêtes à attaquer dans les délais malgré des défis qui auraient dû rendre l'opération impossible. Le 22 décembre, les forces de Patton attaquèrent vers le nord. La 4e division blindée mena l'assaut, avançant vers Bastogne à travers des positions allemandes fortement défendues. Les combats furent immédiatement féroces. Les forces allemandes, surprises par la rapidité de la réponse américaine, avaient néanmoins déployé de solides défenses au sud de Bastogne. Elles savaient que soulager la garnison assiégée minerait toute leur offensive. Le temps continuait de gêner les opérations. Brouillard, neige et ciel couvert empêchaient le soutien aérien. L'artillerie peinait à maintenir le soutien de feu tout en se déplaçant vers l'avant. L'infanterie progressait à travers des forêts gelées où les défenseurs allemands avaient préparé des embuscades. Des batailles de chars éclataient sur des routes glacées où la manœuvre était presque impossible. Les progrès se mesuraient en centaines de mètres, parfois moins. Les villages devenaient des forteresses où chaque bâtiment devait être nettoyé. Les contre-attaques allemandes frappaient les flancs américains. Les pertes s'accumulaient, mais les forces de la Troisième Armée maintenaient leur élan offensif. Elles ne s'arrêtaient pas pour se consolider ou se réorganiser. Elles attaquaient, avançaient et attaquaient encore. 23,
26 décembre 1944. À l'intérieur de Bastogne, la situation devenait de plus en plus désespérée. Le général de brigade Anthony Clément MC Olive, commandant par intérim de la 101e division aéroportée, maintenait le moral par la force de sa personnalité et la ténacité des parachutistes. Lorsque les commandants allemands envoyèrent un ultimatum de reddition le 22 décembre, la réponse d'un seul mot de MC Olive, Nut, en français, casse-couille, devint légendaire. Mais les réponses légendaires ne résolvaient pas les problèmes fondamentaux de la garnison. Les munitions diminuaient, les fournitures médicales se faisaient rares, et les soldats blessés avaient besoin d'évacuation. Le 23 décembre, le temps s'éclaircit enfin. La puissance aérienne alliée, clouée au sol depuis des jours par le brouillard et le ciel couvert, frappa les positions allemandes avec un effet dévastateur. Des centaines d'avions de transport SK-47 larguèrent des ravitaillements à la garnison de Bastogne. Les parachutistes se précipitèrent pour récupérer des conteneurs de munitions, de rations et de fournitures médicales. Le moral monta en flèche. Il n'était pas abandonné, mais le soulagement dépendait toujours de l'avance de Patton. Au sud de Bastogne, la 4e division blindée avançait lentement face à une résistance allemande obstinée. La division était organisée en 3 commandements de combat. Petite force flexible combinant chars, infanterie et artillerie. Le commandement de combat B, dirigé par le lieutenant-colonel Craton Williams Abrams Jr. menait la poussée principale. Abrams était un chef de char exemplaire, agressif, compétent et intrépide. Ses soldats lui faisaient totalement confiance. Le 26 décembre, Abrams reçut l'ordre de percer jusqu'à Bastogne, quel qu'en soit le prix. Il organisa une force spéciale autour de la compagnie et du 37e bataillon de chars, et d'éléments du 53e bataillon d'infanterie blindée. L'objectif, remonter directement la route d'Hasnois à Bastogne. Environ 6 kilomètres en affrontant toutes les forces allemandes qui se dressaient sur le chemin. L'attaque commença à 15h30. Les chars Sherman, les half-tracks d'infanterie et les véhicules de soutien chargés en colonne. Les forces allemandes, surprises par l'audace de l'assaut, répondirent par des tirs anti-chars et des armes légères. Les chars américains tiraient en mouvement, supprimant les positions allemandes. L'infanterie nettoyait maisons et points forts. La colonne continuait d'avancer. À 16h50, le lieutenant Charles Bogg, commandant du char de Ted Cobra King, approcha du périmètre de Bastogne. Il se dressa dans la tourelle, agitant un panneau d'identification orange. Les soldats du 326e bataillon du génie aéroporté, postés sur le périmètre, reconnurent les chars américains approchant du sud. Ils avaient été soulagés. La nouvelle se répandit instantanément dans Bastogne. La 101e division aéroportée, assiégée depuis 7 jours, n'était plus isolée. En quelques heures, des convois de ravitaillement commencèrent à entrer dans la ville. Les soldats blessés furent évacués. De nouvelles munitions arrivèrent. Le soulagement avait réussi. Quand Bradley reçut la confirmation que les forces de Patton avaient percé jusqu'à Bastogne, sa réaction fut complexe. Fierté pour l'accomplissement des soldats américains mêlée au soulagement que l'opération risquée ait réussi, mais aussi émerveillement face à ce que Patton avait accompli. En 7 jours, pas les 48 heures promises pour commencer l'attaque, mais un délai étonnamment court malgré tout. Patton avait tourné toute une armée, combattu à travers des défenses allemandes préparées, et soulagé une garnison assiégée que beaucoup craignaient de voir submergée. Bradley appela Patton personnellement. La conversation fut brève. « George, félicitations. Tu l'as fait. » La réponse de Patton fut typique. La 101e n'avait pas besoin d'être sauvée. Il se débrouillait très bien. Nous avons juste ouvert la porte pour qu'il puisse continuer le combat. Cet échange capturait la relation complexe entre la 101e aéroportée et la force de secours de Patton. Les parachutistes s'offusquaient à l'idée qu'on ait suggéré qu'ils avaient été sauvés. Ils avaient tenu Bastogne face à des odds écrasantes, repoussé plusieurs assauts allemands et maintenu leur efficacité au combat pendant tout le siège. La réponse de MC Olive, Nut, incarnait leur esprit de défi, mais la réalité pratique était indéniable. Sans le secours de Patton, la garnison aurait fini par être submergée ou forcée de se rendre. Les munitions étaient presque épuisées. Les fournitures médicales étaient critiques. Les forces allemandes encerclant la ville surpassaient largement les défenseurs. Le siège n'aurait pas pu durer indéfiniment. 27 décembre 1944. Janvier 1945. Le soulagement de Bastogne ne mit pas fin à la bataille. Pendant encore 3 semaines, des combats acharnés firent rage autour de la ville, les forces allemandes tentant de la reprendre.
et les Alliés cherchant à éliminer toute la saillie. Mais la signification symbolique et stratégique du soulagement de Bastogne fut immédiate et profonde. L'évaluation par Bradley de l'exploit de Patton évolua dans les jours qui suivirent la percée. Dans ses notes personnelles et plus tard dans ses mémoires, Bradley réfléchit à ce que la Troisième Armée avait accompli. Ses commentaires révélaient à la fois un jugement militaire professionnel et une compréhension personnelle des capacités uniques de Patton. « George a fait mieux et plus vite que je n'avais le droit d'espérer », écrivit Bradley. C'était un grand compliment venant d'un commandant réputé pour sa réserve. Bradley reconnut que la promesse de 48 heures de Patton concernait le lancement de l'attaque. Pas la fin du soulagement, mais même en tenant compte de cette distinction. La rapidité de la réponse de la Troisième Armée fut remarquable. Ce qui impressionnait le plus Bradley, ce n'était pas seulement la rapidité du mouvement, mais l'efficacité au combat maintenue tout au long de l'opération. La Troisième Armée ne s'est pas simplement précipitée vers le nord dans le désordre. Elle a exécuté une manœuvre coordonnée qui a maintenu la cohésion des unités, préservé le commandement et le contrôle, et livré des forces prêtes à combattre immédiatement à leur arrivée. Cela nécessitait un travail d'état-major exceptionnel, un leadership expérimenté et des soldats bien entraînés. Bradley reconnut également le risque opérationnel que Patton avait pris, en engageant 3 divisions pour le soulagement de Bastogne. La Troisième Armée avait affaibli ses positions orientées à l'est et au sud. Les forces allemandes auraient pu contre-attaquer dans les flancs exposés de la Troisième Armée. Les lignes d'approvisionnement étaient dangereusement étirées. Si le soulagement avait échoué, ou si les forces allemandes avaient lancé des contre-attaques réussies ailleurs, Patton aurait fait face à de sévères critiques. Mais Patton avait correctement calculé que la vitesse comptait plus que la sécurité parfaite. En guerre mobile, le tempo et l'initiative l'emportent souvent sur la prudence. En attaquant rapidement, la Troisième Armée s'est emparée de l'initiative face aux forces allemandes encore concentrées sur leur avance vers l'ouest.